Romane Bonnier, 24 ans, a été poignardée devant le domicile en pleine rue par son ex-conjoint François Pelletier. Anna Witangak, âgée de 44 ans, tuée dans une résidence de Pouvinichuk, dans le nord du Québec. Un homme de 54 ans a été arrêté puis remis en liberté en attente des compléments d'enquête. Andréane Wallet, 32 ans, a été retrouvée sans vie dans sa résidence de Saint-Donat. Son ex-conjoint, Alexandre Boudreau-Chartrand, a été arrêté le lendemain de la découverte du corps de la mère de 5 enfants. Une femme non identifiée a été retrouvée dans une mare de sang dans un logement du quartier du Parc Extension à Montréal. Son décès a été constaté sur place. La victime a été tuée dans un contexte de violence conjugale. Un enfant se trouvait sur les lieux du crime. Nathalie Piché, 55 ans, poignardée suite à une dispute avec son ex-conjoint, Noureddine Mimouni. Lisette Corbeil, 56 ans, a été retrouvée morte dans sa résidence de Contrecoeur, où elle aurait été tuée par son ex-conjoint David Joly, 49 ans. Ce dernier s'est donné la mort après avoir commis le meurtre. Zolaïka Bakhtiar, 36 ans, aurait été poignardée à mort par son mari, Ario Barzan Bakhtiar, dans leur logement. Diane Sérafina Donner, mère de famille de 38 ans, aurait été assassinée par son conjoint dans leur résidence familiale. Après le crime, Robert West s'est suicidé. Kataluk Panigawak Nalwiyuk, 43 ans, mère de 6 enfants, a été retrouvée sans vie dans une résidence d'Ivujivik dans le nord du Québec. Son conjoint s'est ensuite enlevé la vie. Rebecca Harry, 32 ans, sauvagement battue à coups de poing par son conjoint Brandon McIntyre, a succombé à ses blessures 3 jours plus tard. Nadège Jolicoeur, 40 ans, poignardée à mort dans le véhicule taxi de son conjoint Enoch Fenelon, qui s'est suicidé ensuite. Caroline Labonté, 40 ans, retrouvée sans vie. Après 4 semaines d'enquête, son conjoint Éric Levasseur est arrêté. Myriam Dallaire, 28 ans, et sa mère Sylvie Bisson, 60 ans, ont été tués à coups de hache à Sainte-Sophie. L'ex-conjoint de Myriam, Benjamin Soudine, est accusé du double meurtre. Nancy Roy, 44 ans, poignardée à mort par son ex-conjoint Jean-Yves Lajoie. Marly Édouard, 32 ans, abattu d'une balle à la tête à proximité de son domicile, avait été victime de violences conjugales quelques semaines auparavant. Aucune arrestation encore dans ce dossier. Elisapi Angma, 44 ans, assassinée par son ex-conjoint Thomasy Kane à Coudjouac, dans le nord du Québec. L'homme s'est suicidé ensuite. Vous vous doutez sûrement un peu de mon sujet d'aujourd'hui. Je vais parler de féminicide. Au Canada, une femme est tuée tous les 2 jours et demi. Dans le monde, 50 000 femmes par année sont tuées, ce qui fait au moins 6 femmes toutes les heures qui meurent des mains de leur conjoint ou d'un membre de leur famille. Ce qui fait du domicile familial l'endroit le plus dangereux pour une femme. L'Afrique et les Amériques sont les régions où les femmes ont le plus de risques d'être tuées par leur compagnon ou un membre de leur famille. En Afrique, le taux s'élève à 3,2 victimes pour 100 000 femmes. Aux Amériques, c'est 1,6. En Océanie, 1,3. En Asie, 0,9. Le taux est beaucoup plus bas est observé en Europe où il s'élève à 0,7. Mais encore là, c'est énorme. 113 femmes ont été tuées par leur conjoint en France en 2021. Puis il y a déjà 2 femmes qui ont été tuées en 2022. On parle de fémicide ou de féminicide, dépend des endroits dans le monde, quand une femme est tuée parce qu'elle est femme. En d'autres mots, à cause de leur sexe, leur genre, à cause d'une haine à leur égard. Ce terme, il n'est pas nouveau en passant. Il est utilisé et reconnu dans le monde entier depuis plus de 4 décennies. La reconnaissance du féminicide comme problème social a été cependant lente à venir au Canada, malgré sa longue histoire dans notre pays. Pensons seulement à la tuerie de la Polytechnique où 14 femmes sont mortes des mains d'un misogyne, puis que ça a été reconnu comme une tuerie antiféministe et un fémicide de masse que 30 ans après les événements. Avant, ils appelaient ça le massacre de Montréal. D'ailleurs, il y a un signe qui a été inventé par 2 femmes de Magog du Québec au Canada et qui a été popularisé sur TikTok et vu à plus de 10 millions de reprises. Il est devenu viral et a dépassé notre frontière depuis, s'est rendu aux États-Unis, en Australie, un peu partout. Les 2 femmes,
Florence Olivia et Marie-Emmanuelle Jeunesse sont chercheuses et elles s'intéressaient au problème de la violence faite aux femmes. Elles cherchaient un signe pouvant être reconnu par tous en restant silencieuses pour la victime. Le geste consiste à plier le pouce dans la paume avant de replier les autres doigts par-dessus et ainsi former un point. Ce geste a d'ailleurs déjà prouvé son efficacité en sauvant une jeune victime d'enlèvement en Caroline du Nord. Donc, passez le mot pour que tout le monde soit le plus au courant possible. Je trouve ça brillant et très intéressant comme manière de faire. Salut tout le monde! Mon sujet d'aujourd'hui est très lourd, mais je pense que c'est un sujet qu'on n'a pas le choix d'aborder si on parle de true crime puis de crime. Mon sujet parle de féminicide. Je pense pas que personne soit à l'abri dans le monde. Je pense pas qu'aucune femme soit à l'abri de la violence conjugale. Avant de vous envoyer dans mon vidéo aujourd'hui, j'ai des remerciements à faire spécialement à mon frère Benoît qui a travaillé super fort. J'ai une surprise à vous présenter aujourd'hui. C'est mon nouvelle intro. Puis je suis vraiment fière. C'est incroyable. C'est vraiment lui qui l'a fait. Il l'a pensé, il a l'idée, il l'a écrit. Écoute, il a tout fait. Puis en tout cas, comme je vous dis, je suis vraiment fière. J'ai hâte que vous voyez ça. Puis, ben, c'est ça. Donc, je vous envoie vers la vidéo, mais avant, si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, ben, go! Allez vous abonner, activez la petite cloche. Je sors une vidéo à toutes les semaines, donc je vous envoie tout de suite dans ma nouvelle intro, puis vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Let's go! L'histoire d'aujourd'hui prend place en Caroline du Nord, plus précisément à Jacksonville. Melissa Sue Mims Platt est née à Houston, elle, au Texas, le 3 février 1977. Melissa vient d'une famille de 4 enfants. Elle a 2 sœurs et un frère. Elle était une enfant super heureuse, aventurière. Elle était très proche de ses sœurs également. Lorsqu'elle a eu 8 ans, sa famille déménage à Jacksonville, en Caroline du Nord. Ils y resteront 5 ans avant de retourner au Texas, à Baytown précisément. À 15 ans, elle se trouve un petit travail au McDonald's. Elle est en charge des fêtes d'enfants, ce qui lui va très bien parce que Melissa, elle adore les enfants. C'est à 16 ans qu'elle décide de retourner vivre en Caroline du Nord, à Jacksonville, en compagnie de sa sœur, qui est plus vieille qu'elle, Maria. C'est en octobre 1995 que Melissa donnera naissance à sa première petite fille. Melissa a alors 18 ans. Brianna va par contre naître avec des petits et des gros ennuis de santé, ce qui la fera visiter les hôpitaux un bon moment de sa petite vie pour des opérations parce qu'elle avait des problèmes au niveau de son cœur. Donc, Melissa, elle est hébergée par le manoir Ronald McDonald. Le manoir Ronald McDonald, en gros, c'est que ça héberge les familles qui ont des enfants qui sont hospitalisés pour 0. Bref, c'est vraiment fait pour aider ces familles-là, ceux qui habitent plus loin des hôpitaux, pour pouvoir être au chevet de leurs enfants. Melissa va se marier en 2001, un tout petit peu avant d'avoir sa seconde fille, Chastity, qui va naître en 2003. Par contre, le mariage sera un échec, puis ils vont divorcer en 2005. Mais Melissa, elle est comblée. Melissa, c'est une maman. Elle adore son rôle de mère. Elle prend ça au sérieux. Elle est entourée de ses 2 petites princesses, puis elle est super heureuse. Elle est décrite comme une jeune femme qui est généreuse de son temps. Elle est toujours prête à aider tout le monde. Elle a un sourire qui est contagieux. Puis Melissa, elle adore également les animaux. Elle a un petit perroquet vert qui s'appelle Alvin.
Mais on va faire une avance rapide dans sa vie, puis on va se rendre tout de suite en 2008, où Melissa va rencontrer un homme qui s'appelle Joey, puis elle va en tomber amoureuse. Melissa, elle travaille dans un magasin de pièces d'auto, puis c'est là qu'elle va rencontrer Joey, qui lui travaille sur la construction. Joey vit dans une maison mobile sur Rex Howard Road à Pink Hill, un peu plus au nord de Jacksonville. C'est une très petite ville rurale où il y a une grande communauté d'agriculteurs, puis ils sont seulement 500 habitants. Melissa, à ce moment-là, elle vit une mauvaise passe, si on veut, être en probation pour avoir fait des chèques sans provision, donc elle est assignée à ne pas sortir de l'État. Mais Melissa est complètement éprise de Joey, à un point tel qu'elle a fait tatouer son nom sur elle, puis elle emménage majoritairement avec lui dans la maison mobile. Mais leur relation tourne beaucoup alentour de l'alcool. Même si Melissa, c'était pas une fille qui buvait beaucoup plus qu'une bière une fois de temps en temps, elle était rendue qu'elle prenait de la boisson plus forte, puis c'est ça. Tu sais, la relation, elle tournait beaucoup autour de l'alcool. Mais comme Melissa, c'est une fille qui a une tête sur les épaules, elle se dit non, là, je peux pas continuer comme ça. Elle se prend tout de suite en main, puis elle va tout de suite demander de l'aide. Elle contacte alors un centre d'aide pour l'aider à s'en sortir. Mais Joey, il voit ça d'un mauvais œil. Lui, il veut pas que Melissa arrête de boire, hein, ça couperait son fun. Donc, quand il va la chercher au centre d'aide, tout de suite après, en revenant en voiture, il arrête au liquor store puis il va acheter de la boisson. Rien pour aider quelqu'un qui essaie d'arrêter de boire. La relation avec Joey, elle était extrêmement toxique. Joey était contrôlant, il était manipulateur. Il voulait pas que Melissa aille une voiture. Il voulait plus que Melissa aille travailler. Melissa, elle s'était un peu éloignée de sa famille, de sa sœur, sa mère. Elle les voyait beaucoup moins. Puis sa famille, ben, ils ont remarqué que Melissa, elle les appelait moins, elle était moins en contact avec eux. Ils l'ont supplié de partir de là. C'était pas normal, c'est toxique. Personne n'a d'affaire à t'empêcher de parler à tes proches. Donc, même sa famille lui a offert de venir habiter avec eux. Mais Melissa, elle était terrorisée. Elle était complètement sous l'emprise de Joey. Puis on s'entend, Melissa, elle était battue. Hein? Elle devait souvent dormir à même le sol quand elle faisait quoi que ce soit qui faisait pas l'affaire de Joey. Elle a même été atteinte par balle. Puis quand elle a été hospitalisée pour ça, elle a dit que c'est elle-même qui s'était tirée. Le problème étant qu'elle s'était tirée juste ici, dans la poitrine. Comment tu peux te tirer toi-même là? Bref, l'hôpital a pris ça pour du cash, puis OK, c'est beau, tu t'es tiré toi-même, méchant accident. C'est le 3 octobre 2008 que Joey va battre sévèrement Melissa. Après ça, il va l'envelopper dans une couverture, puis il va aller la mettre sur le matelas. Puis l'abandonner là pendant 6 jours. 6 jours où Melissa est pas capable de bouger tellement qu'elle est maganée, tellement elle est brisée de partout. 6 jours que Joey, lui, il vague à ses occupations comme si de rien n'était. Il part le matin, il va travailler, il revient le soir, prend sa bière, prend sa boisson. Il s'occupe pas plus de ça que de Melissa qui est couchée dans le lit, même plus capable de bouger. Melissa, elle était très proche de sa mère, Marianne, puis il s'appelait quand même tous les jours. Mais là, ça faisait 6 jours que Marianne, elle appelait, puis soit ça répondait pas, soit c'est Joey qui lui donnait des défaites. Ah, elle est pas là, ah, elle peut pas te répondre, elle fait telle chose. Puis à un moment donné, quand sa mère l'a confronté en disant « Écoute, c'est pas normal qu'elle me réponde jamais, qu'est-ce qui se passe? » Il a complètement arrêté de répondre au téléphone. C'est là que la mère de Melissa va appeler l'agente de probation de Melissa pour lui dire « Écoute, je m'inquiète de ma fille, elle ne me parle plus depuis 6 jours, est-ce que tu peux aller vérifier qu'est-ce qui se passe là? » C'est le 9 octobre que la police va être dépêchée sur place à la maison de Joey pour aller vérifier le bien-être d'une personne, dans le fond. Quand ils ont rentré dans la maison mobile et ont découvert la scène, c'était épouvantable. Melissa, elle était dans un état léthargique, rempli de bleu. Elle avait même la peau d'un teint grisâtre. Elle répondait à peine aux policiers. Les paramédics sont rapidement appelés sur les lieux. Les paramédics diront plus tard que c'est une des pires scènes qu'ils auront vues de leur vie. Ils vont dire Melissa, elle était nue, enveloppée dans une couverture.
Elle baignait dans ses propres excréments, son urine, du sang. C'était épouvantable. Elle est transportée rapidement au Lenoir Memorial Hospital. Elle est vivante, mais elle est couverte de bleu des pieds à la tête. Son abdomen est bleu. Son os de pubis est bleu et enflé. Sa mâchoire, elle est cassée à 2 endroits, mais elle est aussi disloquée. Après le scan, dans le fond, les radiographies montrent qu'elle a du sang dans le cerveau. Elle a des marques d'étranglement autour de son cou. Elle a des bleus qui ont la forme de pieds comme si elle avait été piétinée. Elle a perdu énormément de dents. Sa condition est tellement grave qu'elle sera transférée dans un autre hôpital au Pitt County Memorial Hospital de Greenville, en Caroline du Nord. Ils vont même pratiquer sur elle une craniotomie. Elle sera dans le coma jusqu'au 17 octobre, date où elle ouvrira les yeux pour la première fois. C'est à ce moment-là que Melissa va pouvoir glisser quelques mots à la police, mais évidemment, elle est sur une tonne de médicaments contre la douleur. Puis elle se rappelle pas vraiment qu'est-ce qui est arrivé. Elle va d'abord raconter qu'elle a eu un accident de voiture, mais après, elle va dire qu'elle est tombée car elle est très maladroite. Les policiers vont décider d'attendre qu'elle reprenne ses esprits avant d'avoir les vrais détails. Joey ne sera pas arrêté à ce moment-là parce que, selon les policiers, ils vont dire ben il a quand même pris soin d'elle, il l'a nourrie puis il l'a hydratée. Ouais. C'est avec sa famille un peu plus tard qu'elle va raconter ce qui est arrivé. Sa mère va même prendre un calepin de notes pour tout noter ça. Elle va raconter que Joey l'a pris à la gorge, qu'il l'a tiré dans un buisson, qu'il lui a enlevé son chandail et puis qu'il lui a frappé la tête avec quelque chose de dur. Elle va aussi raconter que Joey la forçait pendant ce temps-là, qu'elle était couchée dans son drap, il va la forcer à boire de l'alcool à l'aide d'une paille. Melissa sera hospitalisée 9 semaines. Pendant son hospitalisation, Melissa développera une méningite et une infection staphylocoque. Pendant ces semaines, elle sera inconsciente en général. Elle a même eu une autre opération au cerveau pour enlever la pression. C'est le 17 décembre 2008 que Melissa va perdre sa bataille et que les médecins vont la déclarer en état de mort cérébrale. À ce point, la famille a eu le pire des choix à faire, celui-là de la débrancher. Melissa n'avait que 31 ans. Et selon le médecin légiste, la cause de sa mort est un traumatisme crânien qui pourrait vraiment être arrivé à la suite d'une chute. Oui, c'est ça, une chute. L'enquête. Joey est évidemment le premier suspect dans la mort de Melissa. Donc, ils vont aller questionner les proches de Joey, dont ses 2 ex-femmes. La première de qui il était divorcé depuis 2001 et la deuxième qu'il a épousée en 2002. Après les interrogatoires, les 2 femmes vont confirmer avoir été battues par Joey, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Même la mère de Joey va confirmer qu'elle a elle aussi eu droit à des coups. Il a aussi été abusif envers ses propres enfants. Puis les enfants vont aussi confirmer que Joey a été violent avec ses 2 ex-femmes, leurs mères respectives, mais aussi avec Melissa. Un va même préciser qu'il a souvent vu Joey mettre un fusil sur la tempe de Melissa puis faire à semblant « je vais te tirer ». Donc on s'entend, entre vous puis moi, là, à ce temps-ci de l'enquête, là, c'est pas dur de savoir c'est qui l'a tué, Melissa, hein? Un des enfants de Joey, qui s'appelle Joseph, lui va dire qu'il n'a jamais vu son père frapper Melissa. Il va aussi confirmer qu'ils buvaient énormément tous les 2, mais il a souvent vu Joey être méchant verbalement envers Melissa et être violent verbalement. Joey, lui, qu'est-ce qu'il va dire qui est arrivé, c'est que Melissa, elle était complètement saoule, puis elle était tombée sur la dalle de béton en bas des escaliers de la maison. Tu sais, c'est bien sûr que tomber sur une dalle de béton, ça te fait des bleus partout, ça te casse la mâchoire, ça fait que t'as plus de dents dans la bouche. Oui, c'est sûr que ça fait ça, là. Tu sais, ça te fait des traces de pieds sur le corps, puis une enflure au niveau du pubis. C'est bien connu. C'est bien connu qu'une dalle de béton, ça fait ça. Puis tu sais, c'est correct aussi d'avoir laissé Melissa enveloppée dans une couverture et dans ses déjections 6 jours. Pas de problème, hein, Joey? C'est sûr que Melissa, elle avait clairement des problèmes d'alcool. Le jeune Joseph ne mentait pas sur ce point-là. Le problème étant que Joey avait énormément monté la tête de Joseph contre Melissa en disant
Pourquoi qu'elle se chicanait fort? C'est parce qu'elle m'a trompé, c'est parce qu'elle m'a fait telle chose, c'est parce qu'elle m'a volé. Donc, dans la tête de Joseph, elle n'était pas mieux que Joey, dans le fond. Joey va aussi dire à la police que dans le 6 jours qu'elle était étendue dans le lit, enroulée dans une couverture, il l'a retrouvée, elle s'est levée, dans le fond, il l'a retrouvée dans la salle de bain, entre la toilette puis l'espèce de meuble lavabo. So, le problème étant que entre la toilette et le meuble lavabo, il n'y a même pas d'espace pour qu'un enfant s'y glisse. Donc, comment Melissa aurait pu être tombée à cet endroit-là? Mais pendant toutes les heures d'interrogatoire avec les policiers, Joey est très sympathique, il collabore avec les policiers. Les policiers le trouvent très coopératif, dans le fond. Il y a même un policier qui va mentionner que Joey était fantastique. C'était vraiment un témoin le fun à avoir dans une salle d'interro. Joey va même offrir de passer le test du polygraphe pour faire sûr que la police va le croire, mais les policiers vont lui dire que le test de polygraphe ne donnera rien vu sa consommation excessive d'alcool. Ça va fausser les données. On n'a pas besoin de ça. C'est correct, c'est correct. Donc, selon l'histoire de Joey, le 29, Melissa, elle était tellement saoule qu'elle est tombée dans les escaliers puis elle s'est cognée sur la table de béton. Elle est rentrée dans la maison puis elle a continué à boire. Il va aussi dire qu'il l'a retrouvée un peu plus tard, tombée dans la descente de garage du voisin, complètement nue, qui est allé la ramasser, puis c'est là qu'il l'a enveloppée dans la couverte pour qu'elle s'endorme, puis il l'a laissé 6 jours là. C'est ça son histoire à Joey. Puis sur la table de chevet, les policiers ont effectivement trouvé une bouteille d'alcool avec une paille. Joey va dire, elle me demandait de l'alcool, donc j'y donnais à la paille vu qu'elle était plus capable d'ouvrir la bouche. Bravo. Bref, selon les enquêteurs, que Melissa, avec les yeux tuméfiés, avec une mâchoire cassée, avec des dents parties, avec des traces de piétinement, une trace d'étranglement, ils ont trouvé que l'histoire de Joey, ça tenait la route. C'est correct. Good! Voilà. Ils ont été super gentils avec Joey, en plus, tout le long des interrogatoires, en s'excusant de prendre de son temps. Bref, Melissa, elle avait rien pour elle depuis le tout début. Melissa, elle était vue comme une ivrogne qui a tombé puis qui s'est juste blessée à mort. Joey sera enlevé de la liste des suspects. Imaginez la famille, à quel point ça les a dévastés. La mère de Melissa a envoyé des lettres au procureur. Elle a tout essayé. Elle allait au poste de police à tous les jours, appelait les enquêteurs, à un point tel que les enquêteurs lui ont demandé d'arrêter d'appeler, qu'elle commençait à être harcelante, que le dossier était simplement fermé et clos, et c'est terminé. Là, ce cas-là, il est horrible. Melissa est non seulement morte des mains de son conjoint, mais en plus, les enquêteurs pense qu'elle est la seule responsable de son état, vu son état d'alcoolique. Son agresseur est libre comme l'air. Combien de femmes n'osent même plus porter plainte de peur de ne pas être prise au sérieux? Quand même Melissa, qui avait toutes les traces de la violence sur son corps, n'a pas été prise au sérieux. À chaque année, la famille s'adresse aux procureurs, aux enquêteurs, même au gouverneur de l'État. Il y a aussi une pétition que je vous mets en barre d'infos en bas si vous voulez la signer. Justice for Melissa Souplat. Donc, si des fois vous voulez aller la signer, moi je l'ai fait. Quand j'ai lu cette histoire-là, les frissons m'ont levé sur le corps. C'est pas compliqué. Donc, je le sais que j'avais énormément de cas aussi ici au Canada que j'aurais pu parler. J'aurais pu parler de cas en France. J'aurais pu... Mais au final, c'est vraiment dur de choisir, parce qu'il y en a tellement, mais tellement. Il y en a beaucoup trop. Je vous laisse aussi le numéro pour la violence conjugale. Parce que je le sais qu'on parle de féminicide, mais pour souvent, ça commence par de la violence conjugale. Puis je le sais que beaucoup le vivent dans le silence. Donc, je vous laisse le numéro de la ligne violence conjugale. Puis s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas d'appeler. De juste en parler, parfois, ça peut vous faire du bien avec quelqu'un qui va vous comprendre. Puis je veux juste rajouter un truc. La violence ne laisse pas simplement juste des bleus sur la peau ou sur le corps. La violence, ça peut être mentale. Ça peut être ici que les bleus, ils sont. Puis ça, c'était vraiment pas à négliger non plus. Donc, le numéro de la ligne est là aussi pour vous.
Donc, c'était ça mon vidéo d'aujourd'hui. Je trouvais ça tellement important d'en parler. Il y en a beaucoup trop. Beaucoup, beaucoup trop. Par contre, en cherchant, en faisant des recherches et tout, j'ai trouvé que depuis 1974, au Canada, les meurtres, autant commis sur les femmes que les hommes, dans d'autres contextes, sont en diminution. Donc, on a souvent tendance à dire, on dirait qu'il y en a de plus en plus. En fait, c'est le contraire. Il y en avait beaucoup plus dans les années 1900. Ça part de 1974. Là. Il y en avait énormément plus dans ce temps-là, donc j'ose imaginer qu'on est sur le bon chemin. Il y a aussi un rapport qui préconise d'impliquer les hommes dans la solution par rapport à la violence conjugale puis les féminicides, notamment l'éducation qu'on en fait dès leur plus jeune âge, parce que je pense qu'en tant que société, on est tous un petit peu coupables de comment on a rendu nos hommes donc forts, hein, donc forts. Nos hommes sont forts, ils ont pas, hein, tu pleures pas quand t'es un homme. Je pense que la solution est aussi là. Donc, c'est tout pour mon histoire d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a quand même plu. Puis, si vous ne me connaissez pas, ben abonnez-vous, puis activez la petite cloche. J'en fais une par semaine. Fait qu'on se voit la semaine prochaine. Bye, gang!